Madame, Monsieur, chers internautes, bienvenue encore une fois de plus dans votre émission littéraire 4e de couverture ici à l'Harmattan Sénégal. Aujourd'hui, nous accueillons un Sénégalais, un expatrié sénégalais qui vit aux États-Unis. Il s'appelle Bantigi Doucouré. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages qu'il écrit en plusieurs versions. Il a écrit Lettres à mes enfants, écrit en français et en anglais. Monsieur Doucouré, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter. C'est un plaisir d'être avec vous. Vous avez écrit cet ouvrage, Lettres à mes enfants, Letters to my children. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire des lettres à vos enfants? Bon, comme vous le savez, quand vous vivez à l'étranger, vous avez la nostalgie de votre famille, surtout vos enfants. Alors, j'ai commencé à écrire des emails ou bien des messages avec ma fille. C'est le deuxième, ça c'est le deuxième livre. Et puis on écrivait des lettres, on s'échangeait. Alors j'ai rassemblé les lettres que j'ai écrites et puis j'en ai fait un livre. Bon, puisque parfois mon inspiration vient en anglais, donc j'écris en anglais et puis je traduis en français. Vous pensez anglais alors? Enfin, je ne sais pas si je peux dire je pense anglais, mais puisque je vis dans un pays anglophone, alors la plupart du travail, à part certaines activités professionnelles, c'est en anglais. Donc c'est pour ça qui m'a poussé à écrire en anglais. Écrire des lettres à sa fille peut relever des sentiments, des passions, de la nostalgie. Dans quelles conditions avez-vous écrit tous ces ouvrages? Toutes ces lettres, pardon. Toutes ces lettres, bon, comme vous avez dit, vous avez vraiment raison. Ça réveille de la nostalgie, des sentiments. Alors, par exemple, quand je voyage, en long voyage, et j'écris pour tuer le temps, et puis quand elle me répond, ça m'encourage, ça me fait savoir que je suis en train de faire quelque chose pas en vain. Vous voyez? Alors donc, c'est nostalgique, mais en même temps, ça m'aide à aller de l'avant, à continuer le combat. Par exemple, vous avez écrit le 30 janvier 2017 une lettre titrée « Dans le ciel entre Dakar, Bamako et Addis Abeba ». Après le décollage, je me suis endormi pour digérer l'agonie d'une autre séparation dramatique. Mais cette fois, tu semblais être la consolatrice. Malgré mes efforts, je n'ai pas pu contrôler mes émotions et retenir mes larmes. Quant à Tidiane, son frère, tu lui dis ton frère, il était si choqué qu'il n'a pas parlé ni pleuré. Heureusement, tous ces épisodes ne sont que des expressions d'amour grandissant qui se manifestent toutes les fois qu'on se rencontre et se dramatisent quand on se dit au revoir. Ici, il y a le sentiment, c'est vrai, il y a la séparation entre père et ses enfants. Et dans l'avion, vous écrivez tout ce qui vous vient en tête. Ce sont des sentiments forts. Exactement. Alors, comme j'ai dit dans un poème, le moment le plus difficile dans ma vie maintenant, c'est quand je leur dis au revoir. Ça fait vraiment mal, ça fait très mal. Alors moi, j'utilise l'écriture, j'écris pour... soulager, pour vous évader. Voilà. Alors... c'est l'une des fonctions de l'écriture quand même, voilà. L'évasion, le soulagement. Le soulagement. Alors, quand j'ai dit tu semblais être la consolatrice, parce qu'elle voyait ce que je traversais comme difficulté quand j'ai dit au revoir. Alors c'est elle maintenant qui me console, qui me dit papa ça va, ou bien en pleurant ou bien en passant. Alors ça fait très mal, franchement. Alors, après ces lettres que vous avez écrites à vos enfants, il y a également un autre ouvrage, quand même, qui rappelle un peu votre côté panafricain, votre attachement à l'Afrique, que vous avez titré « Peuple noir, non blanc ». Pourquoi un tel titre? Provocateur même. Ok. Vous savez, Khadim, notre civilisation est une somme de connaissances et de souvenirs accumulés par les générations qui nous ont précédés. Mais nous ne pouvons y participer qu'en prenant contact avec la pensée de cette génération. Alors je pense que l'un des moyens d'être en contact avec la pensée des générations qui nous ont précédés,
c'est de prendre des symboles qui reflètent notre culture et notre civilisation. Et je crois que prendre les noms africains est l'un de ces symboles. Parfois, on prend, ou bien la plupart du temps, quand on est musulman en Afrique, on dit les prénoms, on a des prénoms arabes, qu'on appelle euphémistiquement des problèmes musulmans. Effectivement. Ou bien qu'on appelle des noms musulmans, ou bien des noms des livres. Mais comme je dis, c'est du euphémisme parce que non musulmans, ça n'existe pas. Il y a des noms que les musulmans portent. Quand on dit non musulman, ça veut dire qu'il faut avoir ces noms-là pour être musulman, n'est-ce pas? Mais on n'est pas obligé de prendre des noms arabes pour devenir un musulman. Parce que le muezzin du prophète Bilal, qui était un Éthiopien, il était avec le prophète. Pendant tout ce temps, il a gardé son nom. Et le prophète ne l'a jamais demandé de changer son nom. Alors si prendre un nom arabe était une unité de mesure dont l'obtention est obligatoire pour accéder à l'unité de mesure supérieure, dans ce cas l'islam, alors je pense que le prophète allait demander à Bilal de changer son nom. Mais le Bilal qui est couché maintenant à Damas, dans sa mosquée, n'a jamais changé son nom. Dans la 4e de couverture, comme notre nom de l'émission l'indique, vous nous dites beaucoup d'Africains de la diaspora, désirés de recouvrer leurs racines, adoptent des noms tels que Mohamed, Ali ou Karim, ou même Abou Bakr comme moi, ou des noms féminins comme Fatima, Latifa ou Rahima, croyant à leur authenticité. Pourtant, il y a d'autres noms que portent des Sénégalais. Senghane, par exemple, c'est un nom africain, mais un homme peut s'appeler ainsi et être musulman, véritablement musulman. Bien sûr, prendre un nom, je pense que c'est une chose culturelle. Alors ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est pour ça que j'ai consacré une partie du livre en parlant de la culture. À la page 13. Voilà, à la page 13, oui. Oui. Vous nous dites que la fierté culturelle à travers... Non, ça c'est la page 17. À la page 13, vous nous dites l'islam et l'arabe ne sont pas d'origine africaine. Ici, avant même que l'on ne continue, souvent les gens ne font pas la différence entre l'islam et l'arabe. L'arabe est une culture, une civilisation, l'islam une religion. Il y a une nette différence. Sur quoi vous basez vos argumentations pour dire et expliquer à ceux qui vous lisent qu'en réalité, il y a toujours une nette différence entre la civilisation arabe et la religion musulmane? Question pertinente et réponse immédiate. Comme j'avais dit ici, porter un nom arabe était une unité de mesure dont l'obtention obligatoire pour accéder à l'unité de mesure supérieure, en l'occurrence l'islam. Le prophète allait demander à Bilal de changer son nom, donc ça explique ça. Mais au-delà de ça, il y a la plupart de ces noms arabes ne sont parfois que des adjectifs. Mais quand on ne comprend pas, quand on comprend pas la langue arabe, on ne s'en rend pas compte. Par exemple, Jamil, Khalil, Karim, Rahim, Aziz, ne sont que des adjectifs. Je peux vous dire la même chose en Wolof ou bien en Bambara, à Tchekani, en Wolof, Rafetna, en Sonike, à Haramparenyane, en Poular, en Yori. Ça peut être des noms. Mais, non, mais quand on ne le dit pas en arabe, on ne pense pas que ce sont des noms. Mais parfois, on ridiculise les noms arabes, les noms africains, ou bien on respecte les noms étrangers, surtout les noms arabes, au détriment des langues, des noms africains. Alors je crois que ça, c'est une chose qui m'a poussé à... J'ai observé ce phénomène dans le monde arabe pendant très longtemps. Et puis j'ai travaillé sur le livre pendant 20 ans. Alors j'ai fait des recherches. Chaque fois où je pars, je vois des gens qui sont fiers de leur culture, mais pas les Africains. On est toujours derrière les autres, on prend leur nom et puis on essaie d'imiter leur mode de vie. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre un nom étranger, parce que le nom est une chose personnelle. Justement, quelle est l'importance des noms? Oui, l'importance des noms, bon, c'est une
question pertinente et très importante parce que les noms africains, avant l'islam, les noms africains que nous avions, quand indiquent les prénoms, indiquent les circonstances dans lesquelles l'enfant est né. Par exemple, s'il est né pendant la guerre, pendant la nuit, quand il y avait par exemple un tsunami, quelque chose de catastrophique, quand on dit le nom de l'enfant, tu sais exactement qu'il est né dans des circonstances. Ken Bougoul par exemple. Par exemple. Ken Bougoul, ça c'est surtout quand une femme n'a pas d'enfant et puis quand elle trouve, en pensant que maintenant c'est l'esprit, c'est le mauvais esprit qui prend l'enfant, on lui donne un nom qui est... Pour jouer un mauvais tour à l'esprit. Voilà, un mauvais joueur à l'esprit. Après maintenant, quand le mauvais esprit voit ça, il dit que la femme n'est pas son enfant, donc je vais laisser l'enfant avec la femme pour la punir. Bon, c'est comme, on a la même chose en Bambara, Morotafe, et dans d'autres langues africaines. Aujourd'hui, vous vivez aux États-Unis. Il y a un chapitre de votre ouvrage que vous avez intitulé « Ce qui nous a amenés en Amérique ». Vous dites à Paris, nous avons l'habitude de fréquenter la salle de cinéma du boulevard Montmartre pour voir des films d'acteurs et d'actrices noirs américains comme Jim Brown et Diana Ross. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des lieux où le noir pouvait être quelqu'un, car on n'avait jamais vu de vedette noire dans les films français, ni de noirs occuper une position officielle importante comme ministre ou même maire. Oui. Ça, c'était en France. Est-ce que, après avoir vu ces films en France, où vous voyez des acteurs ou actrices noirs, est-ce que c'est ce qui vous a motivé à vous déplacer et à aller vivre aux États-Unis? En partie, oui, parce que nous fréquentions cette salle de cinéma rue Montmartre. Quand on va là-bas, on voit ces acteurs noirs. Or qu'en France, c'était le début du racisme, je le dis ouvertement. C'était le début où vraiment on a introduit la carte verte parce qu'avant, les Africains qui étaient colonisés par la France n'avaient pas besoin de visa pour aller en France. Alors ils ont introduit la carte, avant l'introduction de la carte verte, il y avait une carte qui s'appelle l'ONI, National d'immigration. Alors après cette carte, ils ont amené cette carte de séjour. Après, maintenant, c'est devenu difficile de se rendre en France. Mais quand on a vu ces films-là où on a vu des Noirs, des Noirs qui étaient des acteurs, des stars, des chanteurs, donc ça nous a, puisqu'on était maltraités en France, bon, on a dit que bon, on peut aller ailleurs où nous pouvons vivre mieux. Bien que moi, j'ai quitté la France pour aller en Égypte avant d'aller aux États-Unis. Alors, ça nous a motivés pour aller voir où les Noirs peuvent être quelqu'un. Donc, pour répondre à votre question, oui, la réponse est oui. Je rappelle, chers internautes, que l'auteur Bantengui Doukouri est bien qualifié pour parler de ce sujet parce qu'il est originaire du Sénégal. Il a vécu dans le monde arabe, en Asie et aux USA. Il a poursuivi des études de journalisme à l'université du Caire, a fréquenté le prestigieux Institut islamique d'Al-Azhar d'Égypte, l'Institut islamique de Baïda en Libye. Il est ensuite allé à l'École internationale de langue française de Paris et à l'Université George Washington. Il parle arabe, français, soninké, pulaar, wolof, bambara et anglais. Vous êtes un polyglotte. Cette facilité de maîtriser les langues aujourd'hui n'est pas donnée à n'importe qui. Si je vous posais cette question très simple, d'où tirez-vous cette facilité à maîtriser autant de langues? Surtout l'anglais, l'arabe, le français et les langues locales, pardon. Ok, les langues vernaculaires, mon grand-père était un chef religieux à Malicounda, à côté de Mbour. Maintenant, c'est presque une seule ville. Alors, ses disciples l'envoyaient des enfants pour apprendre chez nous. Bon, quand ils venaient avec leur langue. Donc, on vivait tous dans une grande maison. Chaque personne au moins parlait le soniké, pulaar ou bien bambara. Et c'est Malicounda, ça veut dire le quartier des Maliens. Et tous les habitants du quartier étaient des animistes, ou bien du village étaient des animistes. Mon grand-père est venu du Mali. Et bien qu'il était aveugle, il était chef religieux, il a converti tout le monde est devenu musulman. Mais dans cette
maintenant je peux dire un petit, dans ce Malikunda, la langue nationale était comme le Bambara, tout le monde parle Oui, Bambara. parce qu'il paraît-il même, on dit Malikunda Bambara, Oui. et il y a un autre Malikunda. Malikunda Serer, oui. Effectivement. Oui, Malikunda Serer. Exactement. Et ce sont les Serer qui ont facilité l'établissement de ce Malikunda Bambara. Parce que ces Bambara venaient du Mali, donc il a fallu la générosité des Serer pour les accueillir et leur donner une place à Malikunda. Justement, pour revenir maintenant à la question des noms, aujourd'hui nous voyons certes des Africains qui aujourd'hui portent des noms arabes, qu'ils pensent être des noms musulmans, mais ce ne sont pas seulement des Africains qui portent des noms arabes, il y a également des Africains, une très grande partie d'ailleurs, qui portent des noms chrétiens également. Finalement, ceci ne montre-t-il pas une certaine aliénation culturelle? Well, je pense que on a une sorte d'infériorité de complexe, malheureusement. On pense que tout ce qui est venu de l'étranger est mieux que ce que nous avons. Comme vous le savez, le contraire, c'est infériorité de supériorité que les colons et les esclavagistes avaient envers les Africains. Donc ces noms arabes, comme nous l'avions dit plus tôt, ce ne sont pas des noms musulmans, c'est des noms arabes. Ça n'a rien à voir avec l'islam normalement. L'islam est une religion, l'arabe est une langue. Bon, puisque nous vivons maintenant dans un monde planétaire, dans un village planétaire, il est très bien normal que les Africains prennent des noms étrangers si tu veux, mais il ne faut pas prendre un nom arabe en pensant que c'est un nom musulman. Je ne suis pas contre que l'on prenne des noms étrangers si on veut, mais ce que je veux éclaircir est que ces noms ne sont pas des noms musulmans. Il n'y a pas de nom musulman. Si c'était le cas, le prophète allait demander à Bilal de changer son nom. Lorsque l'islam est introduit en Afrique au 9e siècle, si je ne me trompe pas, on a fait croire aux Africains qu'il fallait changer votre nom pour devenir musulman. Alors, c'est là, à cause de ça, les Africains ont abandonné leur nom et ont pris des noms africains, des noms arabes. Bon, c'est ça l'un des problèmes. C'est une sorte. Alors, de là, on est devenu on est si complexé que parfois, je me dis qu'on a tellement appris la leçon de la haine de soi que nous avons créé nous-mêmes des choses qui montrent qu'on est vilain. Ou bien, par exemple, en Wolof, on dit qui nous les bir, en Bambara, on dit à Konofinembe, en Pulaar, on dit on a baouli redu, en Sonique, on dit qu'il y a. Alors, tout ça pour dénigrer le noir. C'est nous-mêmes qui avons créé On peut dire que les colons sont venus, ils ont fait ça, mais ça, nous l'avons créé nous-mêmes. Donc, ce sont des vices qui existaient en nous. Oui. Bien avant la colonisation. Non. Après la colonisation. Je crois que c'est après la colonisation, parce que on voit maintenant tout ce qui est joli, tout ce qui est blanc. Pourquoi nos femmes font des pigmentations, khessal. Voilà, des khessal. Parce que ça, ce n'est pas avant l'avènement des colons ou bien des blancs, c'est après. Avant, nos femmes ne faisaient pas ça. Bon, donc c'est un exemple du complexe d'infériorité et qui est vraiment très dangereux. Vous êtes également, Monsieur Doucouré, un poète en plusieurs langues, notamment en Wolof. Tout à l'heure, bien avant l'enregistrement, nous avons eu à échanger dessus. Pourquoi vous avez choisi de vous démarquer de la langue anglaise, française, arabe pour écrire en Wolof? Voilà, j'écrivais des poèmes en français, en anglais et en arabe. Et mes livres sont en français, en anglais et en arabe. Mais une fois j'étais en Arabie Saoudite, en mission, j'étais là-bas pendant 2 ans. Alors j'écrivais des poèmes, j'écrivais. Mais je me suis dit, mais moi ce que j'écris, la plupart de mes compatriotes ou bien les Africains ne comprennent pas ce que j'écris. Je dirais que j'ai fait une sorte de méditation en demandant au bon Dieu quand est-ce que je pourrais écrire quelque chose que les Africains comprennent. Alors c'était
j'ai demandé au bon Dieu de me donner l'inspiration d'écrire en langue africaine des poèmes. Alors un jour, j'ai commencé un poème j'écris aussi un poème en polar et mélangé avec l'arabe. Donc comme un artiste, on essaie de mélanger des couleurs. Voilà, pour moi les couleurs c'est les langues, alors parfois j'écris un poème qui est la moitié polar, moitié arabe. Voilà. Avant ma dernière question, quelle perception, vous qui avez fait le Koweït, l'Arabie Saoudite, vous avez fait l'Asie, vous avez fait l'Amérique, vous avez fait l'Europe, vous avez fait l'Afrique. Aujourd'hui, quelle perception avez-vous à travers les différentes cultures que vous avez fréquentées? Perception de l'homme, de l'humanité en tant que... Bon, l'humanité, comme je l'ai dit, nous vivons tous dans un village planétaire. Aucune culture n'est meilleure ou pire qu'une autre culture. Elle est seulement différente. Parce que ce qui est bon pour une culture est mauvais pour une autre culture. Donc nous devons tous apprendre à accepter et respecter les cultures des autres pour que nous puissions vivre en paix. Sinon, si on pense qu'une culture est meilleure à une autre culture, donc ça va créer deux choses, complexe d'infériorité et complexe de supériorité. C'est ce qui vous a poussé en tout cas à écrire en Wolof. Est-ce que vous pouvez nous citer, vous nous donner, pour ma dernière question, quelques poèmes que vous avez écrits en Wolof? Oui, comme j'ai dit, j'étais en Arabie Saoudite, j'ai demandé au bon Dieu de m'aider à écrire en langue africaine. Donc, ces poèmes, je pensais aux Africains qui vivent à l'étranger, en France, comme les Modou Modou, on les appelle les Modou Modou. Bon, alors le poème, ça parle de souffrance des Modou Modou, leur déception, leur espoir, leur désespoir. Donc, un jour, je me suis mis à écrire en Wolof et chaque fois, j'ajoute des strophes et ça continue. Et quelles sont ces strophes? Ok, ça s'appelle Kadou Modou Modou. C'est un très long poème. Quelques strophes. Ok, quelques strophes. Ça commence par Géjo Géj, Géj Mbamoulan, Fama Yengo, Gal Egoufa, Jambar Dawul, dafa daani doole ba ñàkk liggéey rus taxawaalu kaw bu neexoon golo du wàcc ñàkk pexe moo tax ñu dem bitim réew wolof njaay ne alalu golo ci lex bi moodu moodu di liggéeyal njaboot bi muy xañ boppam di yónnee waa këram te seentu ci jërëjëf wala ñu ngi lay gërëm def na liggéey bu ne diggante asamaan ak suuf wante ñu ko jege foog na ñoo ko gën a muus xamuñu sax ci lu mu nekk wante lu mu leen yónni ñu xeeb ko loolu yomb da nga koy fooye soo ko weddee laajal buyee kuy xaar ba nga ñàkk door laa may ñaanal yàlla bu mu la mu samay moodu moodu yenn say de ñaaw njorto ba foog ne di yàkkamti dëgg siggal ndigaale ndax ñu mën a dajal alal bi jël xaalis bi di ko pasar pasaree di lettoo karaw nit bu weex di diwoo ay diw ndax ñu mën a xees wante man de waaru naa ci ko xam ne day toppandoo xeet boo xam ne daf ko tuutil te daf ko xeeb sama jigéen kaay ma dee la ma ne jommi naa waaru naa ci koo xam ne day toppandoo xeet bu mu mënta doon bu fekkee xeet boobu daf la yëpp daf ko xeeb daf ko tuutil la fadla li arabiyina la ajamina illa bi taqwa inna akramakum inna allahi atqakum yàlla nee na jàmmam yëpp a yem ci moom mu gën a fonk rek mooy ko gën a topp sama bopp ma la gënal du bañ naa la yàlla xam na sama xarit nga am nga sa tur dee koy wuyoo lay toppandoo turu jàmbur ci koo xam ne tegu la nit ma ne ba ay siya dëgër fit. Sur cette note que nous mettons fin à cette émission, merci en tout cas d'avoir répondu à notre émission. C'est une très belle émission, vraiment. Merci d'avoir répondu à notre émission. C'est moi qui vous remercie. Chers internautes, vous venez de suivre, c'était Bantigi Doucouré, l'auteur de l'ouvrage Peuple noir non blanc, lettres à mes enfants dans votre émission 4e de couverture. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.